Écoutez, merci beaucoup Julie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Célia Morez, docteur en neurosciences. Je suis chargée d'enseignement dans une école de diététique et nutrition humaine et je suis aussi experte en prévention santé et aussi chroniqueuse sur Nutri Radio. J'anime ma propre émission, La Sphère Neuro. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment préserver son cerveau pour avoir finalement un cerveau en pleine forme. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous aurez accès à la présentation qui est... Ah, voilà, c'est là. Ok, et ça. Ok, hop, arrêtez, c'est bon. Et là, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout le monde voit bien ma présentation? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on va discuter aujourd'hui de comment faire pour avoir un cerveau en pleine forme. Et comme vous l'a dit Julie, je répondrai à vos questions après chaque partie. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Ça donnera du dynamisme à la présentation. Donc, effectivement, cette intervention va se dérouler en trois parties. Tout d'abord, je vais vous parler de l'impact de l'alimentation sur votre cerveau. Puis ensuite, l'impact de la pratique d'un sport ou même plutôt d'une activité physique. Et on va voir que c'est un petit peu différent, notamment pour les non-sportifs comme moi, j'avoue. Et ensuite, j'aborderai le concept d'écologie mentale. Et pourquoi? Ben, parce que je vais vous apprendre à en faire moins pour en faire plus. Alors, la première partie, évidemment, l'impact de l'alimentation sur notre cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments, des choses à apporter nutritionnellement qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau. Notamment ces acides gras polyinsaturés que sont les oméga 3, notamment le DHA et l'EPA, EPA. Pourquoi? Parce que les oméga 3 sont indispensables à l'intégrité de notre barrière cellulaire. Vous savez, vos cellules, là par exemple, c'est un neurone, ici. Vous voyez, là, c'est une membrane cellulaire. Cette membrane cellulaire, elle doit être intègre, fonctionnelle. Et s'il y a un problème de dysfonctionnalité au niveau de cette membrane, il va y avoir des dysfonctionnements entre le milieu, les échanges entre le milieu intérieur et extérieur de la cellule, autrement dit, entre ici et ici. Et ça va causer des problèmes de comportement, de pensée, un mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce que vos neurones, vos cellules neuronales sont indispensables, effectivement, à vos facultés intellectuelles. Donc, les oméga 3, ils vont permettre de préserver l'intégrité de vos membranes. Ils vont permettre la neurogénèse. Et c'est quoi la neurogénèse? C'est la croissance de nouveaux neurones. Il y a quelques années, on pensait que les neurones, on en avait jusqu'à 25 ans et après, on les perdait. Or, aujourd'hui, on sait que des neurones naissent chaque jour, et cela jusqu'à la mort. Et notamment au niveau d'une des régions clés, qui est l'hippocampe, et qui est la région cérébrale impliquée dans les apprentissages et la mémorisation. Ce qui signifie qu'à tout âge, on peut apprendre de nouvelles informations, acquérir de nouvelles connaissances, compétences. Premier point. Deuxième point, vos oméga 3 permettent non seulement la croissance, la naissance de ces nouveaux neurones, mais aussi l'établissement des connexions entre ces neurones. Or, vous aurez beau avoir beaucoup de neurones, s'ils ne sont pas interconnectés entre eux, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de mouvement non plus, il n'y a rien. Et les oméga 3 permettent cette synaptogénèse, c'est, si vous voulez, le fait de pouvoir connecter, comme c'est le cas ici, deux neurones entre eux. Vous voyez ici, c'est un neurone qu'on appelle présynaptique. Là, c'est ce qu'on appelle la fente synaptique et là, c'est un neurone postsynaptique. Ces deux neurones communiquent entre eux. On va voir ensuite ce que sont ces petites billes. Eh bien, les oméga 3 permettent, vous voyez, l'établissement de ces connexions neuronales. Ici, c'est un cerveau de rat, marquage immunohistochimique, milieu A ici dépourvu en oméga 3, pauvre en oméga 3, riche en oméga 3. Et tout ce que vous voyez en vert, ce sont les connexions neuronales. Vous voyez bien la différence et l'importance de la consommation d'oméga 3. Là, les petites billes, ce sont des neurotransmetteurs, hormones du cerveau. Et que permettent ces neurotransmetteurs? Le fait qu'il y ait un influx nerveux, le fait qu'il y ait un message qui passe de neurone en neurone. Et ces neurotransmetteurs sont impliqués dans votre comportement, dans votre capacité de mémorisation, d'apprentissage, de concentration, de vigilance, pour lutter contre les impulsivités, l'humeur, etc. Et les oméga 3 vont permettre la synthèse, notamment de trois types de neurotransmetteurs,
la sérotonine, impliquée dans l'humeur, la dépression, les compulsions alimentaires et le sommeil, puisque la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. C'est aussi impliqué les oméga 3 dans la production de l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur clé de la mémoire et des apprentissages. Et ensuite, dans la dopamine, qui est le neurotransmetteur impliqué certes dans la concentration, dans la planification de certains projets, etc., mais aussi dans la motivation à réaliser un comportement. Alors, où trouver des oméga 3? Ben, dans le foie de morue pour les plus âgés, relativement plus âgés comme moi. C'est peut-être ce qu'on a pu vous donner quand vous étiez un peu plus jeune. Mais aussi, on va en trouver dans les poissons gras, hein, comme le saumon, le hareng, le maquereau, mais aussi les sardines à l'huile. Dans les œufs, notamment si les poules, et encore plus si les poules ont été nourries aux graines de lin, d'ailleurs, graines de lin ou graines de chia ou chia, hein, je ne sais pas comment vous souhaitez le prononcer, qui sont aussi préconisées pour avoir une bonne santé, pour avoir un apport d'oméga 3 végétal. Donc, c'est dans ce type d'aliments que vous allez pouvoir trouver des oméga 3 et enrichir votre alimentation. Évidemment, cela ne suffit pas, il faut consommer des protéines. Qui dit protéines, c'est viande, poisson, œufs, notamment. Pourquoi? Parce que les protéines sont constituées d'acides aminés. Une protéine est constituée d'une ribambelle, on va dire, d'acides aminés. Certaines protéines, 28 acides aminés, d'autres 10 acides aminés, etc. Ces acides aminés, par exemple, tyrosine, phénylalanine, tryptophane ou choline. Pourquoi est-ce qu'il va falloir faire varier les sources de protéines? Parce que selon ce que vous allez consommer, le type de viande que vous allez consommer, si c'est du bœuf, du poulet, de la dinde, il n'y aura pas les mêmes protéines, donc le même enchaînement en acides aminés. Donc, il va falloir jouer sur ces protéines-là, on va le voir ensemble, pour avoir un apport en tyrosine et phénylalanine, par exemple. Pourquoi? Parce que ces deux acides aminés sont indispensables à la synthèse des catécholamines que vous voyez ici, dopamine d'une part, adrénaline, noradrénaline d'autre part. Ces neurotransmetteurs sont impliqués dans quoi? La mémoire, l'attention, la prise de décision, les initiatives, le fait de pouvoir dépasser les épreuves. Le tryptophane, indispensable au fonctionnement, à la synthèse de la sérotonine. Le bien-être, le plaisir, le contrôle de l'impulsivité, mais aussi le sommeil. Et l'acétylcholine, via la choline, va permettre effectivement le neurotransmetteur, l'acétylcholine, apprentissage et mémorisation. Ce qui signifie que si vous n'apportez pas des aliments riches en tyrosine, phénylalanine, ou tryptophane ou choline dans votre alimentation, il va être très difficile de synthétiser les neurotransmetteurs comme ceux qui sont décrits sur cette diapositive. Et s'ils ne sont pas synthétisés, vous le voyez venir, il va y avoir donc des carences. Et s'il y a des carences, ça va avoir des conséquences comportementales et cognitives que nous allons voir de suite. Donc, dans ce tableau, vous voyez, j'ai regroupé les différents types de neurotransmetteurs, les acides aminés essentiels à la synthèse et indispensables de ces neurotransmetteurs, les rôles de ces neurotransmetteurs, donc on y revient, motivation, attention, acuité visuelle, concentration, etc., et les conséquences. Voilà. S'il n'y a pas ces neurotransmetteurs, s'il n'y a pas l'apport de ces acides aminés, baisse de la motivation, de l'attention, augmentation de la fatigue, envie de dormir, baisse de tout ce qui va être augmentation de l'agressivité, troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Alors, où vous allez en trouver? Pour les aliments riches en tyrosine et phénylalanine, notamment dans certains produits laitiers, notamment la ricotta, le cottage cheese, mais aussi le lait, dans le chocolat noir supérieur à 70%, voire 80%, dans les œufs, dans le soja, dans la dinde, dans le cabillaud, dans les flocons d'avoine et dans le canard, par exemple. Le tryptophane, on retrouve les œufs, le poulet et notamment la peau de poulet. Vous savez, cette peau de poulet bien croustillante qu'on aime parfois le dimanche, et bien même si c'est un petit peu trop gras, on va dire, eh bien c'est riche en tryptophane. Mais aussi dans le fromage, toujours dans notre chocolat noir à plus de 70%, dans les produits complets et aussi dans l'avocat, les oléagineux. Donc voilà le type d'aliments qui vont vous permettre de rebooster, de rebooster votre taux de sérotonine parce qu'il va y avoir un taux de tryptophane qui va être apporté. La choline, pour l'acétylcholine, c'est pareil. Les épinards, les bananes, les graines, le riz complet, les oléagineux ainsi que les pommes de terre. Il est évident qu'en dehors de ça, au niveau de l'alimentation, pour avoir un cerveau en pleine forme, oméga 3, protéines pour avoir les acides aminés, mais aussi les fameux antioxydants. Là, cette diapo dédiée aux polyphénols. On verra après les vitamines qui sont antioxydantes. Les polyphénols, il a été montré dans la littérature
qu'il y avait une relation, plus qu'une corrélation, mais un lien finalement pratiquement de cause à effet entre la consommation des antioxydants, des polyphénols, on va le voir dans quoi on les retrouve, et les capacités cognitives, notamment de mémorisation. C'est-à-dire que plus les personnes en consommaient, plus leur score au taux de mémoire, de mémorisation, donc on leur faisait apprendre tout simplement des listes de mots, était meilleur. Donc, c'est-à-dire plus on en consommait, sur 20 mots, au lieu d'en retenir peut-être 12, ils en retenaient 18. Donc, diminution du déclin cognitif. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de lutter contre ce stress oxydatif. Vous savez, le stress oxydatif, c'est l'apparition de ces fameuses molécules radicaux libres qui sont nocives pour nos cellules, notamment pour nos neurones, parce qu'elles programment la mort neuronale, donc elles tuent nos neurones. Et si on commence à avoir une perte neuronale, évidemment, c'est ce qui se passe avec un déclin cognitif, même lors du vieillissement normal. Eh ben, les antioxydants permettent de lutter contre ce stress oxydatif et donc de protéger les neurones d'une mort programmée. Alors, par exemple, il y a eu des études qui ont été menées sur le jus de myrtille. Ils ont pris des personnes âgées de plus de 65 ans. Ils les ont fait donc boire pendant 12 semaines un jus de myrtille. Et à T0, ils avaient finalement scoré leur taux de mémorisation au niveau des nombres de mots. Et ils l'ont fait au bout de 12 semaines. Ils se sont aperçus de quoi? Que même ces personnes-là qui avaient un léger déclin cognitif avaient une amélioration de leur capacité. Ce qui signifie qu'effectivement, dans la myrtille, donc dans le jus de myrtille, il y a ce qu'on appelle un antioxydant polyphénol qui est le resveratrol. Même type d'étude, un peu plus rigolote, si je puis dire, qui date de 2023, notamment au niveau de la consommation de wasabi, qui peut être effectivement consommé dans les restaurants japonais si vous en êtes friand. Alors, wasabi, non pas fort, hein, évidemment, parce que dans le commerce, on trouve souvent marqué wasabi, c'est pas forcément du wasabi. Et pourquoi? Même parce que dans ce wasabi, il y a cette molécule-là, hein, qui est une molécule antioxydante et anti-inflammatoire. Et là encore, sur des sujets âgés de plus de 60 ans, ils ont comparé la prise de cet antioxydant, de cette molécule, comparée à un placebo. Ils ont vu quoi? Qu'il y avait une amélioration de la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Alors, c'est quoi votre mémoire épisodique? C'est le fait de pouvoir me raconter vos vacances. C'est la mémoire d'un événement de votre vie. C'est le fait peut-être demain, à la machine à café, de raconter cette intervention auprès de vos collègues, collaborateurs qui n'auraient pas pu y assister. Votre mémoire de travail, c'est celle qui vous permet de planifier un événement, d'organiser un événement, de prendre une décision et de traiter donc l'information et effectivement donc d'être capable de raisonner. Alors, où on en trouve? Dans les fruits rouges, bien évidemment, les myrtilles, mais tous les fruits rouges, le thé vert, les pommes, les artichauts, le cacao, toujours le raisin, et la grenade, qui en plus a cette particularité, pour ceux qui aiment ce fruit comme moi, de pouvoir le consommer à la fois sucré, mais aussi salé dans les salades. Alors, les fameuses vitamines, effectivement, toutes les vitamines vont être impliquées. A, B, C, D, E. CAE, ce sont des vitamines antioxydantes, donc elles vont avoir finalement les mêmes vertus que les polyphénols. En tous les cas, elles vont nous aider à lutter contre ce fameux stress oxydatif et cette apoptose neuronale programmée, c'est-à-dire cette mort neuronale. Que vont faire toute la consommation de vitamines? La synthèse des neurotransmetteurs. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour synthétiser vos fameux neurotransmetteurs, il faut des oméga 3 et des acides aminés. Eh bien, il faut aussi ces vitamines-là, et notamment les vitamines du groupe B qui sont indispensables, vitamines du groupe C, enfin la vitamine C et vitamine D. Pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle des cofacteurs. C'est quoi un cofacteur? C'est une aide de camp. C'est-à-dire que sans ces aides de camp, il ne va pas pouvoir y avoir synthèse. Pourquoi? Votre acide aminé, au départ, il est brut. Tyrosine va se transformer en dopamine. Mais entre la tyrosine et la transformation en dopamine, il va y avoir toute une réaction biochimique. Et ça va faire appel à des enzymes pour que cela se produise. Ces enzymes ont besoin de vitamines pour fonctionner. Sans l'apport de ces vitamines, pas d'enzymes qui fonctionnent correctement, pas de synthèse de neurotransmetteurs. Donc, c'est indispensable. Évidemment, elles vont permettre la plasticité synaptique, et ça c'est génial, ça va vous permettre d'avoir des neurones qui vont pouvoir se connecter entre eux. Or, dès que vous apprenez de nouvelles informations, les connexions se font au niveau neuronal. C'est ça l'apprentissage, c'est de nouvelles connexions neuronales. Donc, vos vitamines vont permettre ces connexions neuronales. Du coup, ça va améliorer vos fonctions cognitives, vos capacités cognitives de mémorisation, d'attention, d'apprentissage, mais ça va permettre aussi de les maintenir dans le temps, de lutter contre le déclin cognitif, puisque plus il y a de connexions neuronales, ben, moins il y a de perte d'apprentissage, et elles permettent aussi de lutter contre l'apparition parfois de certaines lésions cérébrales qui peuvent apparaître de manière un petit peu impromptue.
Alors, où trouver ces vitamines? Je vous ai fait un petit diaporama pour que vous voyez que certains aliments parfois se recoupent, c'est logique parce que dans un aliment, il n'y a pas qu'une seule vitamine, il n'y a pas qu'un acide aminé, il n'y a pas que des oméga 3. Mais la vitamine C, ben, les kiwis, les poivrons et les agrumes, et sachez que d'ailleurs que dans un kiwi, il y a plus de vitamine C que dans les agrumes. La vitamine D, ben, les sardines, les poissons, le saumon fumé, les produits laitiers, mais aussi certains champignons comme les morilles, les girolles et les cèpes. La vitamine E, avocat, oléagineux et huile d'olive. La vitamine A, effectivement, ben, tout ce qui va être orange et au rouge, donc les tomates, les abricots, les carottes, les patates douces, mais aussi les épinards et les blettes. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la cuisine du Sud, la tourte, nous, par exemple, à Nice, voilà, parce que je suis originaire de Nice, c'est vrai qu'on a la tourte de blette. Donc, on voit bien comment est-ce qu'on peut agrémenter un plat qui peut ne pas plaire au départ, mais qui peut devenir finalement très goûteux si on se réfère à la culture de chaque région française ou de chaque pays. Et pareil, par exemple, pour les vitamines du groupe B, donc les oléagineux, la viande, les épinards, les œufs, le saumon, mais aussi les légumineuses. Et dans les légumineuses, notamment, vous avez certes des lentilles, mais aussi des pois chiches. Donc, ça peut être effectivement tout ce qui est galette de enfin, comme la soca dans le sud de la France et autres non dans certaines régions du sud. Ça peut être du hummus, etc. Ce genre de plat qui va être très bon pour la santé, qui peut être très bon d'ailleurs, petite idée pour le hummus, lors d'un apéro santé avec vos collègues. Évidemment, je ne pouvais pas passer sous silence les minéraux, magnésium, zinc et fer, là aussi, impliqués dans le bon fonctionnement de votre cerveau, impliqués dans la synthèse des neurotransmetteurs, comme notamment le magnésium et le zinc, qui sont aussi, comme les vitamines, des cofacteurs pour que vos enzymes fonctionnent correctement et que vos acides aminés puissent se transformer en neurotransmetteurs. Or, ces neurotransmetteurs, vous l'aurez compris, sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau et au bon fonctionnement cognitif de votre cerveau, c'est-à-dire au fonctionnement intellectuel de votre cerveau. Évidemment, ça va vous permettre de lutter contre le stress. Or, on sait aujourd'hui que le stress, lorsqu'il est chronique et qu'il est cyclique, il peut être délétère. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il va y avoir libération d'une hormone, du stress, notamment le cortisol, qui sont des glucocorticoïdes. Et ce cortisol-là, lorsqu'il est libéré en trop grande quantité, va impacter négativement l'hippocampe et ça va donc diminuer vos apprentissages parce que ça va être toxique pour cette région cérébrale clé pour la mémoire et les apprentissages. Alors, je n'oublierai pas les aromates. Pourquoi les épices et les aromates? Souvent, moi, on m'a dit, bah oui, écoutez, madame, vous êtes gentille, mais manger sain, bah, c'est pas très bon. Moi, je préfère manger bien goûteux, bien gras, etc. Bah, c'est faux. Agrémentez avec des aromates, avec des épices, et vous verrez qu'en fait, non seulement vous allez donner du goût à vos plats, mais en plus, vous allez vous faire du bien et faire du bien à votre cerveau, puisque certaines épices, certains aromates sont impliqués dans la mémoire, sont impliqués effectivement dans la bonne santé du microbiote, dans la vigilance et dans l'attention. En revanche, il est évident que ce type d'alimentation, très riche en graisse et en sucre, sont à limiter, et je précise sur le limiter, non pas à proscrire, à limiter. Pourquoi? Parce que des études ont montré, ça a été remontré il y a peu de temps, là, en 2024, fin 2024, 2025, que ça avait de réelles conséquences sur nos performances cognitives qui vont diminuer, même au bout de 4 5 jours. Hein. C'est-à-dire que parfois, on se dit, allez, je suis en vacances, je profite pendant une semaine, je mange de manière un petit peu, bon, c'est réversible, mais déjà, au bout de ces quelques jours, on sent une différence au niveau des facultés intellectuelles des personnes lorsqu'on les teste en laboratoire. Vous, peut-être que vous ne sentirez peut-être pas la modification, mais tester en laboratoire avec des tests de laboratoire, on sent la différence et on peut la mettre vraiment en avant de manière significative. Hein. Et évidemment, ça va augmenter les problèmes de santé, notamment tout ce qui peut être diabète, cholestérol, etc. Ce qui va être aussi mauvais, bien évidemment, et avoir des conséquences sur votre cerveau. Alors là, on va passer à la partie sport. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas même à me les poser oralement, que j'y réponde. Ça sera très volontiers. Pas de questions particulières? Non, il n'y a pas de questions, personne? Ok. Bon, on va continuer. Ok, sinon je répondrai plus tard ou même beaucoup plus tard. Alors, cerveau et sport, pourquoi tout à l'heure vous parlez de l'activité physique et pas forcément du sport? Parce qu'il y a des personnes qui font réellement du sport, alors soit de manière quotidienne, soit ça va être effectivement de faire du sport un petit peu
juste le week-end et se dire, bah, la semaine, j'ai pas le temps, je fais pas de sport. Et finalement, c'est presque dramatique parce que selon l'OMS, ça va poser un réel problème au niveau de la sédentarité. Il vaut mieux faire un petit peu d'activité physique tout au long de la semaine plutôt que de se dire, bah, la semaine, je fais rien et je fais mes 2 heures de sport parce que ça ne voudra pas dire que cette personne-là ne sera pas sédentaire. Alors moi, je vais vous donner pourquoi est-ce que le sport, c'est bien de faire du sport ou de l'activité physique et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, notamment lorsque vous avez des journées de travail surchargées et qu'il n'est pas évident d'insérer des plages dédiées à cette activité physique. Alors, tout d'abord, effectivement, le sport, l'activité physique permet, en fait, l'essentiel, c'est de mettre son corps en mouvement. Peu importe ce que vous faites, mettez votre corps en mouvement. Ça permet de lutter contre les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Diminue le stress et l'anxiété, augmente la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, c'est un petit peu différent. L'estime de soi, c'est ce que l'on pense de soi. La confiance en soi, c'est notre confiance en nos capacités, nos compétences. Ça va augmenter la productivité, la créativité. Ça va aussi augmenter, nous mettre de bonne humeur et ça va avoir un impact bénéfique sur notre cognition, sur nos facultés intellectuelles de mémorisation, d'apprentissage, de traitement de l'information, de prise de décision. Et pourquoi est-ce qu'ici, vous voyez que la flèche est dans les deux sens? C'est tout simplement que si vous avez mis en place une bonne alimentation équilibrée, ça veut dire l'équilibre se faisant sur une semaine, voire plus, eh bien, vous allez avoir de meilleures performances sportives. Pourquoi? Ben parce que vous allez avoir un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, pour prendre une décision, si vous faites, je sais pas, par exemple, si vous pilotez un voilier, forcément, pour tenir compte de la force du vent, de la force des courants, forcément, si votre cognition est meilleure, que votre cerveau fonctionne mieux, vous allez prendre de meilleures décisions. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est je fais quoi comme sport ou comme activité physique? Eh bien, tout. Tout a été montré pour avoir un réel bénéfice. Le mieux est de mixer les sports aérobiques et les sports anaérobiques. Donc, aérobique, c'est tout ce qui va être endurance, cardio, et anaérobie, plutôt renforcement musculaire, force musculaire. Donc, typiquement, je vais faire un footing, je fais du cardio, je fais du vélo, je marche de manière rapide, marche rapide, c'est de l'aérobie. Renforcement musculaire, force musculaire, étirement, etc. Pilates, ça va être dans le renforcement musculaire et force musculaire. Ça va être aussi de faire des sports individuels, mais aussi, on va voir pourquoi, des sports collectifs. Alors là, je vous ai mis une drôle de présentation. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cela? Tout simplement parce que tout à l'heure, en dernière partie d'intervention sur l'écologie mentale, je vais vous parler d'une technique qui a de réels bénéfices et que j'utilise moi-même de plus en plus, qui n'existait pas lorsque j'étais plus jeune du moins. C'est la technique, je ne sais pas si vous la connaissez, des cartes mentales. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique? Ça vous permet d'avoir, vous voyez, un panorama visuel, une représentation visuelle et globale de la situation, du problème, sans avoir à aller rechercher dans les notes, sans avoir un pavé de notes parfois à relire, qui sont, etc., qui peuvent être indigestes dans certaines situations. Ça peut permettre d'échanger avec ses collaborateurs pour trouver de nouvelles idées et ça permet aussi, surtout, lorsque par exemple vous devez peut-être faire une conférence, vous devez peut-être intervenir avec vos collaborateurs ou intervenir avec les personnes que vous avez en face de vous, ça va vous permettre de faire quoi? De ne rien oublier. Donc, pourquoi est-ce que les sports aérobiques, évidemment, donc endurance cardio, vont améliorer ses fonctions cognitives? Même parce que ça va permettre, en raison de l'augmentation de l'activité cardiaque et de la fréquence respiratoire, une meilleure oxygénation des neurones. C'est-à-dire qu'il va y avoir une oxygénation des neurones plus importante. Or, on sait qu'un cerveau qui n'est pas oxygéné, je pense que dans votre milieu médical, je sais que vous êtes du milieu médical, vous savez les conséquences que ça peut avoir. Un cerveau privé d'oxygène, évidemment, il meurt. Donc là, plus il y aura de l'oxygène, etc., cet apport d'oxygène va augmenter évidemment le fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, ça a été montré chez des personnes âgées qui étaient presque atteintes d'Alzheimer, voire même d'Alzheimer. Ils ont mis ces personnes sur un tapis roulant. Alors évidemment, ils ne les ont pas fait courir trop rapidement. Il fallait que ce soit à une vitesse adéquate pour elles. Et ils ont comparé le nombre de mots qu'elles mémorisaient avant les séances de tapis roulant. Donc, ils ont fait tout un protocole. Et après, et leurs performances mnésiques se sont améliorées. L'anaérobie, c'est renforcement musculaire et ça va augmenter, ça va faire pousser les neurones, notre fameuse neurogénèse, et aussi augmenter cette synaptogénèse, donc cette plasticité synaptique, et notamment au niveau de l'hippocampe, région clé, je vous le rappelle, de la mémoire et des apprentissages. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir sécrétion de certains facteurs de croissance indispensables à l'établissement justement de nouveaux neurones, à la naissance de nouveaux neurones, qui est, pour la petite histoire, le BDNF.
Au niveau, donc, vous voyez, c'est les deux sports apportent du lumière. Oxygénation, augmentation de la synaptogénèse, connexions synaptiques qui s'établissent et croissance de nouveaux neurones. Ensuite, pourquoi les sports collectifs? D'abord parce que souvent, on est peu motivé et que faire un sport collectif, y aller collectivement, il y a une motivation. On va voir le type de sport collectif. Il y a un appartement, c'est un groupe, et en plus, vous devez tenir compte si vous faites du foot avec des amis le week-end, par exemple, du basket, du volley sur la plage ou du volley en salle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir tenir compte des positions de vos adversaires pour éviter qu'ils gagnent des points et inversement des positions aussi de vos compères, des membres de votre équipe pour leur faire la passe. Tout ça demande une activité cérébrale. Donc là, vous avez les deux. À la fois cette force musculaire, cette endurance, le côté de faire travailler et, votre cœur, votre fréquence respiratoire, vos muscles, mais aussi votre intellect. Et ça a été notamment prouvé que c'était très bénéfique d'associer justement en faisant pratiquer un sport collectif le cognitif, l'intellect, comme je viens de le décrire, au sport lui-même chez des personnes âgées et notamment en leur faisant faire de la danse, évidemment de la danse de salon, puisqu'avec leur partenaire, mais de la danse du style tango. En neurobiologie, comment parlant, qu'est-ce qui va se passer qui va expliquer votre bien-être, le fait d'être de meilleure humeur, d'être plus reposé, moins stressé, d'avoir des facultés intellectuelles qui vont augmenter? C'est qu'au niveau du cerveau, il va y avoir cette fameuse libération d'endorphines. Et les endorphines, c'est quoi? Ce sont des molécules endogènes antalgiques, c'est-à-dire ce sont nos antidouleurs endogènes. Donc c'est pour ça que généralement, quand on fait du sport, on se sent relaxé, détendu, avec cette détente qui dure pendant plus de 90 minutes généralement. On est bien, on est un petit peu sur un nuage, un petit peu vaseux, mais juste, ça peut être ça, mais justement parce qu'il y a cette libération d'endorphine. Libération de sérotonine. Sérotonine, c'est l'humeur, c'est le neurotransmetteur clé de la dépression. Quand on manque de sérotonine, c'est là où on va nous donner des antidépresseurs qui vont inhiber la recapture de cette sérotonine pour prolonger l'effet. Donc, ça lutte contre les compulsions alimentaires, mais je vous ai dit quoi? La sérotonine, c'est le précurseur de quoi? De la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, en plus, on dort mieux, à condition, bien sûr, de ne pas me faire une séance de sport style cardio 1 heure ou 2 heures avant de dormir. Il vaut mieux les faire bien en amont, parce que sinon, effectivement, on aura plutôt une excitation due au sport. Même si on est détendu, il y aura cette excitation qui peut empêcher de dormir. Et aussi pourquoi? Eh bien, DA, c'est quoi? C'est de la dopamine. Et cette dopamine, c'est évidemment, souvenez-vous, le neurotransmetteur impliqué dans la motivation à effectuer un comportement. Donc, si vous manquez de motivation, vous ne faites rien, vous ne bougez pas de votre chaise. Et c'est aussi l'attention, la vigilance, la concentration, la mémorisation et organiser, planifier et avoir une certaine créativité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est au travail et ben, qu'on ne peut pas forcément faire du sport parce que ben, quand on sort du boulot, on est crevé? Eh bien, vous allez essayer d'incorporer cette activité physique. Ça peut être, vous devez téléphoner depuis votre téléphone portable, en tous les cas un téléphone sans fil, eh bien, vous pouvez marcher au lieu de rester assis à votre bureau. Ça va déjà vous mettre en mouvement et c'est déjà essentiel. Ça va être de prendre, tout dépend à quel étage vous êtes, mais les escaliers au lieu de l'ascenseur. Alors, ça peut être de dire, bah voilà, je suis au 6e étage, je monte 2 étages à pied. C'est ça, c'est déjà bien. D'ailleurs, au niveau de prendre les escaliers, sur une étude récente de fin 2024, il a été montré chez des jeunes de 18 à 24 ans, donc chez des jeunes, que prendre les escaliers, monter un escalier ne serait-ce que de 12 marches, avait les bienfaits que tous ceux que je vous ai décrits précédemment pour le sport. Et pourquoi pas donc faire des squats aussi avec des pauses. Pourquoi pas? Tout à l'heure, je vais vous parler de ce qu'on appelle, enfin, je vais vous en parler maintenant, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est pour organiser son travail et maintenir sa concentration, son attention dans le temps, parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, elle diminue. Ce qu'il est préconisé dans la méthode Pomodoro, c'est de faire des plages de travail concentrées de 25-30 minutes, de faire une pause de 5 minutes, de répéter ce cycle 4 fois et ensuite de faire une pause d'un quart d'heure. Alors, pourquoi 25-30 minutes? C'est ce qu'ils disent dans leur préconisation. Après, c'est à vous de choisir votre temps de concentration. Mais c'est parce que, selon certaines études, l'attention est à son apogée, à son maximum jusqu'à 25-30 minutes. Et après, on commence un tout petit peu à diminuer. Donc, si vous voulez, on ferait une pause juste avant que ça puisse un petit peu diminuer. Et ça permettrait effectivement de la maintenir dans le temps.
Sauf que pendant ces pauses, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on m'oublie Instagram, on m'oublie Facebook et on oublie aussi d'aller répondre à des mails. On vous parle de pauses, de vraies pauses. Eh bien, pourquoi pas pendant ces pauses, au lieu d'aller faire quelques pas ou d'aller boire un café, pourquoi pas faire une série de je monte un escalier, je monte un étage, ou alors je fais quelques squats. Et pourquoi pas, si vous êtes dans un open space, le faire tous ensemble de manière récurrente, un petit peu ludique, justement pour maintenir votre activité physique et éviter les problèmes de sédentarité. Alors là, je vais passer à la troisième partie. Y a-t-il des questions? Oui, il y avait des questions. Alors, il y a une question qui concerne la partie précédente sur Pas de souci. l'alimentation. Quelle quantité faut-il consommer pour commencer à sentir les bienfaits pour ces catégories d'aliments recommandés? Combien de temps faut-il pour sentir les bienfaits? Y a-t-il des exemples d'aliments agissant très vite après ingestion contre le stress au travail? Alors, les bienfaits, en fait, il faut que ce soit récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins riches, donc c'est pas du soir au lendemain. Je ne vais pas le cacher, c'est pas parce qu'on n'est pas bien et qu'au bout de 2 jours, ça va aller mieux. Il faut que ce soit une alimentation régulière avec ces types d'aliments. Alors, généralement, ça se met en place relativement vite, je trouve. Puisque bon, moi j'en ai fait j'ai les essayé moi-même, hein, c'est-à-dire sur moi. J'avoue que je ne me nourrissais pas au départ très très bien. Et puis quand j'ai commencé à me nourrir avec des protéines, etc., il n'y a pas eu de souci. Les recommandations, c'est les recommandations donc par les instances de santé publique, notamment le PNNS. Donc par exemple, ça va être au niveau du poisson gras, ça va être minimum 2 poissons gras par semaine avec ensuite consommer du poisson maigre. Donc, poisson gras, c'est saumon, sardines, etc. Poisson maigre, ça peut être du cabillaud. Le poulet, donc, voilà, il y a les recommandations qu'on peut trouver sur Internet au niveau du site Manger Bouger, qui est très bien fait. Et j'invite tout le monde à aller voir parce que souvent, ça peut peut-être un petit peu changer. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter même à augmenter au niveau des recommandations. Il vaut mieux être en plus qu'en moins. C'est à peu près ce qui est préconisé. C'est au niveau des aliments à anti-stress. Alors, au niveau de la quantité, c'est des portions. Donc, une portion, évidemment, bah, en fait, voilà, c'est par exemple, c'est plutôt entre 100 et 100. Donc, quand on parle d'une portion de poulet, c'est 100-150 grammes maximum. Après, ça dépend de la faim de chacun. Il ne faut pas non plus se préconiser, faire que des calculs. C'est histoire d'avoir un équilibre alimentaire. Ne pas douter non plus, pourquoi pas, d'aller prendre conseil auprès du diététicien nutritionniste, ce que moi, je ne suis pas, qui peut réadapter et voir si la consommation, votre consommation est en dessous ou au-dessus, ce qui peut réadapter ou dire, bah, peut-être que vous manquez de ça. Moi, ça m'arrive, je sais que quand je suis un petit peu fatiguée, ben, je vais augmenter mes aliments riches en tyrosine. Donc, je vais consommer un peu plus de dinde, par exemple, parce que je sais qu'il va y en avoir. Un peu plus d'aliments comme cela pour pouvoir rebooster mon taux. Et souvent, le corps est bien fait, le sang. C'est d'ailleurs ce qui vous donne à tous envie de changer d'aliments et qui vous donne parfois des envies de consommer certains types d'aliments. Vous vous dites, mais en ce moment, j'ai envie de ça. Pourquoi? Ben, peut-être parce que justement, vous manquez d'un apport. Vous avez envie peut-être d'oléagineux, ben, peut-être qu'il y a un manque de magnésium, etc. Et ça peut être éventuellement des compléments alimentaires aussi, à faire attention, à prendre quand même conseil auprès du pharmacien, parce qu'évidemment, il peut y avoir des contre-indications. Et au niveau du stress au travail, évidemment, consommer des aliments riches en magnésium, ça c'est important. Parce que le stress bouffe notre magnésium et nous le fait perdre. Ça va être aussi du zinc. Donc le zinc, on le trouve évidemment dans les fruits de mer. Mais ça va être important aussi. Des études ont montré que chez les étudiants qui avaient consommé une bonne consommation de magnésium et de zinc, ils étaient beaucoup moins stressés. Enfin, alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne subissaient pas le stress, parce que ça, je ne vous cache pas, vous l'aurez toujours. Mais ils abordaient peut-être le stress plus sereinement que les autres lorsqu'ils avaient un bon taux de consommation de magnésium, d'aliments riches en magnésium et en zinc. Et ensuite, je conseillerais évidemment pas mal d'aliments riches, évidemment en tryptophane, parce que justement, ça va permettre qu'il y ait synthèse de cette sérotonine. Or, votre sérotonine impacte effectivement votre gestion du stress. Quand on est stressé, il y a décharge de la sérotonine, donc il faut, comme un portable, hein, un téléphone portable, bah, si vous avez déchargé la batterie, il faut recharger la batterie pour avoir la sérotonine, c'est du tryptophane. C'est pour ça qu'on a envie de sucre. Donc, moi, je vous conseillerais de consommer, pourquoi pas, des glucides le soir et notamment des pâtes. Non, ça ne fait pas grossir. Ce qui fera peut-être grossir, c'est si vous mettez 3 tonnes de fromage râpé dedans et une sauce aux 4 fromages bien grasse. Mais les pâtes en elles-mêmes, les féculents le soir ne font pas grossir. C'est même bénéfique justement pour cet apport de tryptophane, de sérotonine et donc de mélatonine.
Donc ça peut être un point important. Et aussi tout ce qui va être dopamine pour les catécholamines, enfin pour tyrosine et phénylalanine pour les catécholamines, justement, puisque la noradrénaline et l'adrénaline, comme la dopamine, sont impliquées dans la gestion du stress et dans le stress. Hein, quand vous avez un stress, pic de noradrénaline et d'adrénaline, et ça va vous permettre de rebooster ces neurotransmetteurs et de pouvoir mieux gérer le stress. Donc, ça va être de jouer sur ces aliments-là et de sentir où j'ai un stress, et bien peut-être c'est d'augmenter l'apport journalier ou dans la semaine, puisque ça se fait sur la semaine, justement pour éviter d'en manquer. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça a répondu à la question. Et l'autre question sur la partie sport, mais je pense que vous aviez déjà répondu. Faut-il privilégier les sports d'équilibre et collectifs? Alors pourquoi pas? C'est-à-dire que si on n'a pas le temps de tout faire, l'équilibre, c'est très bien parce que ça demande effectivement d'abord, c'est important de maintenir son équilibre, ça fait travailler sa force musculaire. Et collectif, c'est important parce que justement, alors on peut tout faire, mais si la personne peut faire des sports collectifs, c'est bien parce que ça fait travailler les deux, à la fois ce côté musculaire et ce côté cognitif, puisque effectivement, on interagit avec les autres. Et c'est vraiment bénéfique, puisque même chez les personnes âgées, il a été montré que c'était ce qui était le plus bénéfique, plus que de faire du sport ou de faire travailler la cognition, ce qu'on pouvait faire en même temps, ces sports collectifs comme la danse ont eu un réel bienfait chez ces personnes-là. Donc moi, je dirais, à titre personnel, que oui, s'il y avait un sport à privilégier qu'on ne peut pas tout faire, évidemment, ce serait cela que moi, je privilégierais. Très bien, et je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. OK, moi, sinon, il y en a aussi, c'est après. Alors, on va passer à l'écologie mentale. C'est un fameux concept parce que votre cerveau, il est comme notre planète, il aime l'écologie. Et moi, je vais vous apprendre à en faire moins pour en faire plus. Alors, perte de concentration. Ben, du stress. Effectivement, quelqu'un a posé la question sur le stress et l'alimentation. Je sais que dans le milieu médical, vous êtes certainement très, 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 très stressé. J'en conviens, puisque je suis moi-même quelque part du milieu médical et voilà, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un doctorat en neurosciences, j'ai travaillé quand même avec des patients dans un hôpital et j'étais patiente moi-même, donc j'ai vu comment est-ce que, effectivement, dans ces milieux-là, assurance maladie, comment est-ce que ça pouvait, les ambiances qu'il pourrait y avoir, par les problèmes qu'il peut y avoir dans le milieu médical, qui peut être très stressant. Et effectivement, pourquoi? Ben parce que ça va bouffer votre activité cognitive. C'est-à-dire, vous allez avoir des pensées récurrentes, des pensées stressantes qui vont vous empêcher de vous concentrer sur autre chose. Pourquoi? Parce que si votre mémoire, c'est un grand sac que vous pouvez grandir, 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 vos ressources attentionnelles, pas du tout. Il est faux de penser, même les femmes, j'en suis désolée, que l'on peut faire plusieurs choses à la fois. On va le voir, on peut switcher d'une tâche à l'autre, mais pas réaliser en même temps. Il faut vraiment que les deux tâches soient tellement différentes comme conduire et parler à quelqu'un parce que vous êtes passé en mode automatique. Mais sinon, pour être franche avec vous, si vous avez une bouteille d'eau d'1 litre, vous ne ferez jamais rentrer 1,5 litre dans la bouteille. Ça va déborder. Et bien là, c'est exactement pareil. Ressources attentionnelles sont relativement limitées. Donc, le stress, vous concentrez sur ces pensées stressantes, eh bien, ça va vous enlever des ressources pour réfléchir, pour faire autre chose, pour vous concentrer sur autre chose. Pareil, vous allez risquer de vous retrouver comme c'est dans ces deux femmes ici, parce que vous êtes trop, trop sollicité. Répondre à un email, répondre à un machin, faire ça, finir le compte rendu, etc., etc. Quelqu'un qui ne serait-ce ne vous tape dans votre bureau pour vous dire tu veux pas un petit café, etc. Même si ça part d'un bon sentiment, évidemment, ça va vous déconcentrer et le fait de devoir vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire demande beaucoup d'énergie. C'est pas simple. Donc, il va falloir trouver des solutions que je vais vous donner. Donc déjà, quelles sont les conséquences de ces pertes de concentration? Eh bien, vous êtes encore plus stressé parce qu'évidemment, vous avez du mal à vous concentrer, vous voyez que vous êtes moins performant, ça vous stresse. Vous devenez irritable, c'est-à-dire que généralement, vous avez envie d'étrangler la personne ou les personnes qui vous demandent trop de choses vous sollicitent trop. Évidemment, bah, puisque vous n'êtes pas attentif et pas concentré, bah, perte de mémoire. Bah, vous ne pouvez pas encoder quelque... C'est pas que vous avez un problème de mémorisation, hein. C'est que vous ne pouvez pas encoder quelque chose auquel vous n'avez pas prêté attention. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas rentré dans votre cerveau. Donc, votre cerveau ne peut pas retenir quelque chose qu'il n'a pas traité. Donc, du coup, diminution des performances parce que vous perdez la vision globale. Donc, quand vous devez prendre une décision, bah, il y a une partie des éléments qui vous manquent. Bah, sans ces parties-là d'éléments, bah, peut-être que la décision elle sera mauvaise parce qu'il vous manque justement les éléments qui vous auraient permis de prendre une décision. Et ça peut conduire à de mauvaises décisions. Alors, mauvaise décision, ça peut être des accidents de travail,
Mais ça peut être aussi une perte de contrat, un problème avec ses supérieurs, peu importe, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent se produire d'une mauvaise décision parce que vous risquez de prendre, d'utiliser et de mettre en place de mauvaises stratégies. Alors, que faut-il éviter? Je vous l'ai dit, pas de multitâche. On va être step by step, faire étape par étape. Cette surcharge informationnelle que l'on a tous, notamment avec nos smartphones, pardon, parce que les informations nous arrivent et sont même angoissantes, ça réduit l'attention, donc ce qu'on appelle la MLT, c'est-à-dire la mémoire à long terme, c'est-à-dire la mémoire qui est pérenne et toutes les informations que vous retenez. Et évidemment, je vous l'ai dit, le changement de tâche rapide, être flexible, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup plus que de faire une tâche, puis une tâche, puis une tâche. Et cette flexibilité qui vous demande de ressources, vous les bouffe, ces ressources. Donc, vous allez devenir de moins en moins performant. C'est un petit peu lorsque vous avez toutes les applications qui sont ouvertes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Au bout d'un moment, si votre ordinateur, il bug un peu, s'il y a trop d'applications ouvertes, il rame. Et comme ça, parce qu'à un moment, on vous dit fermez les applications parce qu'il n'y a plus assez de mémoire pour qu'ils puissent fonctionner. Moi, ça m'arrive régulièrement avec certains de mes ordi, ça m'est arrivé, il a fallu que je ferme certaines applications. Votre cerveau, c'est exactement pareil. Les applications, il faut les fermer. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place? Déjà, accepter de ne pas être parfait. On n'est pas parfait, on peut parfois, c'est pas forcément faire des erreurs. Et puis, ce que vous allez considérer comme ce n'est pas parfait sera parfait pour quelqu'un d'autre. Donc, lâchez prise. Ce que j'appelle arrêter de vous mettre, excusez-moi du terme et un petit peu de cette expression, on va dire très familière, mais la rate au courbouillon. Il faut arrêter, il faut juste lâcher prise. À un moment donné, bon, écoutez, vous faites ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci, on ne peut pas tout gérer non plus. Se concentrer sur ses réussites et non sur ses échecs. La moindre petite réussite. Vous avez appris à utiliser à nouveau nos logiciels que vous ne saviez pas utiliser ou vous avez appris à savoir faire quelque chose sur ce logiciel. Je ne sais pas, Excel, il y a des choses que vous ne saviez pas faire. Mais tiens, aujourd'hui, j'ai appris à pouvoir trier et à mettre par ordre alphabétique sans avoir à faire du copier-coller, mais le faire d'un coup en sélectionnant mes colonnes. Ça, c'est une réussite. Concentrez-vous sur ça. Faites une chose après l'autre. Ça, c'est important. On ne switch pas. On fait une chose et après, on fait l'autre. On va voir comment est-ce qu'on organise évidemment son temps de travail, parce que là, généralement, c'est ça qui vous pose problème et qui fait que votre cerveau n'est plus en pleine forme. Trop de choses, vous ne savez pas vous organiser. On ne sait pas toujours s'organiser parce qu'à un moment donné, on est stressé, on perd pied et c'est logique. Et moi, la première qui fait des interventions dessus, même auprès de mes étudiants, je peux vous assurer que par moment, j'ai encore du problème d'organisation de mon temps de travail. Parce que comme tout le monde, je suis sujette, peut être sujette au stress, sujette à des éléments extérieurs. Et aussi, on se détend, on se repose. Plusieurs types de repos. Repos physique, les douleurs que vous avez un petit peu partout, le mal de dos, le mal au cou, etc. Ça signifie que vous avez besoin de repos physique. C'est quoi? On va faire quelques étirements, on va marcher, on dort. C'est indispensable le sommeil pour apprendre de nouvelles choses, pour mémoriser. Je pense que vous devriez d'ailleurs avoir peut-être une intervention dédiée au sommeil, mais effectivement, c'est indispensable pour régénérer son corps, à la fois physiologiquement, donc au niveau de tout ce qui est muscle, physiologique, etc., mais aussi intellectuellement, puisque c'est pendant le sommeil que le cerveau apprend. Donc on se repose, le cerveau, on a besoin de repos, mais aussi ça va être quoi comme type de repos? Le repos cognitif et le repos sensoriel. Parce que c'est quoi le repos quand on a besoin de repos cognitif? Vous connaissez ce brouillard mental qu'on a par moment où vous n'avez plus à réfléchir, vous êtes dans un brouillard, brrr, vous entendez brrr, comme ça dans votre tête. Ça ne fonctionne pas trop et c'est totalement brouillard et les idées pas claires. Et ben, ça, c'est signe où j'ai besoin de repos cognitif, donc je débranche tout, je me repose, je vais faire quelques pas, je lâche prise et à ce moment-là, pour mieux revenir, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, votre cerveau, il a besoin de procrastiner. Parce que oui, la procrastination, dans certaines situations, c'est bien. Et oui, c'est-à-dire que votre cerveau il a besoin de temps de repos pour pouvoir emmagasiner, traiter les informations et voir finalement le sujet sous un autre angle et de trouver même des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ensuite, il y a le repos sensoriel. Ça, c'est quand vous avez fatigue des yeux et que vous ne supportez plus aucun bruit. Toutes les notifications, tout ça, vous coupez tout sur votre portable, etc. Pareil, les emails, à partir d'une certaine heure. Je sais bien qu'on a nos emails là sur le smartphone. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe tout. Ça va être important. Alors, organiser son temps de travail. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on va prévoir les interruptions, parce que je suppose que vous êtes dans des métiers où vous êtes tout le temps interrompu, donc vous allez pouvoir les prévoir en amont. La fameuse méthode Pomodoro dont je vous ai parlé avec effectivement ces fameuses petites pauses pour pouvoir reprendre votre souffle, un petit peu comme la baleine qui est sous l'eau, qui
ou remonte à la surface et replonge ensuite parce qu'elle vient de respirer. Les to-do list que vous voyez ici, quand vous avez une pensée qui vous vient à l'esprit parce que vous avez peur d'oublier quelque chose, au lieu d'essayer de le retenir qui va vous bouffer des ressources cognitives et des ressources attentionnelles, vous le notez. C'est noté sur un bout de papier, même appelé un tel. Gérer le dossier de monsieur un tel. Comme ça, après, vous y revenez, vous n'avez plus besoin d'y penser puisque c'est noté, donc ça vous décharge votre cerveau. Mettre en place des habitudes, l'essentiel, c'est de mettre en place ces petites routines. Pourquoi? Parce qu'après, ça va devenir aussi facile que de vous laver les dents. Ça demande un petit peu quelques concessions, peut-être au départ, mais après, ça devient aussi facile. Et ensuite, on va voir la matrice d'Eisenhower qui va vous permettre de hiérarchiser pardon, les tâches que vous avez à faire. Cadran 1, cadran 2, voilà. Les tâches importantes et urgentes à traiter en priorité. Hop, je remplis. Les tâches importantes mais non urgentes que je vais planifier pour plus tard. Celles qui sont non importantes et non urgentes que j'abandonne. Ça, c'est à vous de décider quelle tâche appartient à quelle catégorie, bien évidemment. Et les tâches non importantes mais urgentes qui vont être évidemment à déléguer. Et là, ça va vous permettre de hiérarchiser, d'éviter d'avoir ce brouillard mental et de plus savoir par quel bout commencer. Alors, je sais bien que ça demande du temps. On va le voir aussi avec d'autres techniques et je reviendrai tout à l'heure sur des témoignages que j'ai eus lorsque j'ai donné ces méthodes, que ce soit en entreprise parfois, en intervention, ou tout du moins à mes étudiants qui étaient totalement réfractaires. L'art de faire de vraies pauses. Il est faux déjà de penser qu'un salarié qui ne fait pas de pause est moins productif. La personne qui travaille de 8 heures à midi jusqu'à finalement, et après de midi et demi jusqu'à 18 heures sans bouger de son bureau n'est pas forcément plus productive. Ça a été montré dans les études réellement. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire que des pauses et de rester 1 heure en pause et de revenir travailler un quart d'heure. Il s'agit tout simplement de se dire, à un moment donné, mon cerveau, il a besoin de repos aussi. J'ai besoin de pause. Et je vous assure que j'ai testé sur moi la version sans pause. Je suis charrette, je ne bouge pas de mon ordinateur et je finis et je fais des pauses. Et ma productivité a augmenté en faisant des pauses. Pourquoi? Ben parce que j'étais plus sereine, plus détendue. Forcément, je travaillais plus vite. Au lieu de perdre du temps, j'allais dire un petit peu de manière à garde devant mon ordinateur. Donc, ces pauses-là, ça va être quoi? Bah, de marcher régulièrement, de s'étirer, de se lever, de boire un verre d'eau. Voilà, on s'étire, on fait quelques étirements. Comme ça, on se lève, on discute avec le collègue. Surtout que parfois, c'est à ce moment-là, ça peut permettre de débloquer certaines situations. Justement parce qu'on est de manière un peu plus reposée, conviviale. Donc, finalement, c'est en voulant trouver une idée, en voulant trouver une réponse à ce qu'on cherche, que parfois, on ne la trouve pas. Et cette réponse, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil, ou parfois, c'est après une pause. On trouve la réponse dans les transports en commun en disant ça y est, mais ça y est, elle est là, ma réponse. Pourquoi? Parce qu'enfin, votre cerveau était au repos et a fait une pause. Ça, c'est un point important. Alors, comment éviter de subir les interruptions incessantes? Bah oui, vous êtes dans des métiers où vous risquez de les subir. Prévoyez à l'avance. Vous savez que dans certaines journées, vous allez être interrompu parce que vous avez peut-être deux réunions, mettons, de 10 heures à 11 heures, et puis de 11h30 à 12h30. Eh bien, pendant cette demi-heure, il va bien falloir travailler, faire quelque chose. Il ne faut pas perdre de temps parce que si vous vous mettez sur un gros dossier, sur quelque chose qui peut vous demander beaucoup de ressources, ça peut être compliqué après de retourner à la réunion, de revenir, de vous y remettre. Ça dépend des situations, mais ça peut être de vous dire, je prévois à l'avance en disant, bon là, j'ai une demi-heure. En cette demi-heure, qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que moi, par exemple, je lui dis, je peux faire? Qu'est-ce que moi, Diliana, je peux faire? C'est parce que je vous vois à l'écran. Qu'est-ce que je peux faire pendant cette demi-heure-là? Bah, peut-être répondre à des emails. Peut-être lire un paragraphe de quelque chose que j'étais en train de rédiger. Il faut que je vois si tout va bien, si je n'ai pas fait de faute. Ce genre de choses. Et ça va vous permettre effectivement à la fin de la journée d'être plus serein. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus avoir cette impression de n'avoir rien fait et d'avoir perdu votre temps. Et vous allez voir que vous avez avancé dans votre travail et vous serez plus serein, votre cerveau sera beaucoup moins fatigué, d'autant que vous auriez tout prévu à l'avance. Donc, vous n'allez plus vous retrouver devant ce problème de dire, mon Dieu, je fais quoi, je ne sais pas quoi faire, un petit peu perdu qu'on a tous. Toujours prévoir un coup d'avance la veille, à la limite, pour le lendemain. Et même s'il y a évidemment, c'est à la marge, hein. Évidemment, vous allez pouvoir réadapter, ce n'est pas le problème, mais ça va permettre déjà à votre cerveau d'être en mode actif et ne plus avoir à penser à ce qu'il doit faire. Et ça, c'est très important. Imaginez le futur. Pour augmenter vos performances, vous devez vous préparer à un événement important, une réunion avec votre N+1, N+2, N+3, un colloque, une réunion autre avec des collègues. Projetez-vous, vous devez présenter quelque chose. Projetez-vous de manière positive. Avant, pendant et après. Avant, imaginez une standing ovation.
Et là, vous verrez que ça va augmenter vos performances. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre cerveau dans le mode positif, actif, positif. Donc, vous aurez tellement d'ondes positives qu'il ne peut rien vous arriver. Et je vous assure que ça fonctionne très bien. Quand on se met en mode positif, votre cerveau capte positif et évidemment, vous gagnez en motivation, donc vous gagnez en performance. Ça a été montré dans les études, hein, je précise. La fameuse méthode des lieux pour mémoriser les informations. Alors, cette méthode est très, très utilisée, effectivement, notamment par les champions de mémoire, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont une meilleure mémoire que vous. Hein, il y a des gens qui sont hypermnésiques, mais ça, c'est une maladie. En revanche, les personnes qui font tous ces championnats de mémoire, on se dit, oh, ils retiennent bien et tout, ils font comment? Ils s'entraînent. Comme quelqu'un qui va s'entraîner à augmenter ses performances sportives en allant courir, en augmentant son temps enfin, en diminuant son temps enfin, en augmentant sa vitesse pour diminuer son temps pour faire le parcours, par exemple, de 200 mètres, bah, effectivement, comme nos sportifs, ils s'entraînent. Ils s'entraînent avec des méthodes qui leur permettent de retenir un nombre d'informations incalculables que normalement notre esprit, notre cerveau n'est pas censé retenir autant. Hein. C'est-à-dire normalement, c'est 7 plus ou moins 2 informations en mémoire immédiate. Donc, eux, ils retiennent beaucoup plus. Pourquoi? Ils utilisent cette fameuse méthode. C'est quoi? Vous allez choisir un trajet. Alors, soit un trajet urbain pour vous rendre de chez vous à votre travail, de chez vous à votre salle de sport, peu importe, un trajet extérieur, soit un trajet intérieur, qui peut être soit le bâtiment où vous travaillez, qui peut être votre maison, votre appartement, voire même votre studio. Et vous allez, alors si c'est un trajet urbain, vous allez choisir des points de repère, ça peut être des statues, ça peut être des magasins, ça peut être effectivement des cafés, ça peut être certains types de places lorsqu'effectivement ce sont des places connues, peu importe, vous choisissez des points de repère. Si c'est chez vous, ça va être dans chacune de vos pièces. Vous allez par exemple dans votre chambre choisir 5 objets. Dans la salle de bain, 5 objets ou moins d'objets, peu importe. Et sur chacun de ces objets ou sur chacun de ces points de repère, vous allez positionner effectivement des notions à retenir. Ces notions vont être importantes pourquoi? Peut-être pour dialoguer avec vos collaborateurs, vos N+1 pour ne rien oublier parce que ce jour-là, bah, vous ne pouvez peut-être pas lire vos notes. On va avoir accès à vos notes. Et le jour où vous allez devoir récupérer ces informations, vous allez faire mentalement le trajet. Refaire mentalement le trajet. Et vous allez, comme le petit poussé, mettre dans votre panier les informations que vous avez disposées dans chaque point de repère. Donc, vous refaites le trajet mentalement. OK, je passe par là pour me rendre de chez moi au travail, tac, tac, tac. Donc là, je récupère ça, je mets, même en fermant les yeux, je mets, et vous allez pouvoir redonner les informations. Alors, je ne vous cache pas que, effectivement, cette méthode demande de l'entraînement. Et ce n'est pas du soir au lendemain. Et ça vous demande parfois ce que certains étudiants m'ont dit, ah oui, mais madame, avec tous les conseils que vous venez nous donner, que je viens de vous donner auparavant dans les slides précédentes et celle-ci, oui, mais vous ne comprenez pas, moi, je n'ai pas le temps de faire des pauses, je n'ai pas le temps d'utiliser ce genre de méthode et de m'y mettre, c'est pas possible, je fais comme, voilà, etc. Et bon. Et alors, je me suis fait, j'ai reçu un non total, vous n'y pensez même pas. Bon, j'ai insisté, en bonne prof, j'ai insisté, j'avoue. Et effectivement, l'année d'après, en deuxième année, mais ces étudiants-là qui étaient réfractaires à tout ça m'ont dit, ah ben madame, on les a mis en place, on vous a écouté. Ah, grand Dieu, c'est bien. Et alors? Eh bien maintenant, on est beaucoup plus serein. C'est-à-dire, ben, en fait, on est beaucoup plus reposé, beaucoup plus serein, on stresse beaucoup moins, on est beaucoup moins dans cette peur et en plus, on a moins l'impression de travailler. C'est-à-dire, il me dit, j'ai pas l'impression de travailler. Bon, certes, leur cursus leur plaît, j'ai pas l'impression de travailler et j'en fais beaucoup plus que je n'en faisais avant alors que j'en fais moins. Et là, je dis, bah, vous avez tout compris. Oui, ça demandait du temps, peut-être quelques concessions à mettre en place, à se forcer à faire des pauses et à se dire, mais oui, mais si je fais une pause, je n'ai pas le temps de finir. Mais finalement, ils ont été beaucoup plus rapides après pour effectuer la tâche. Et ils ont fait beaucoup plus de tâches dans la journée. Et c'est ça qui était important. Donc évidemment, ce n'est pas du soir au lendemain, je ne vais pas le cacher. Vous ne faites pas un claquement de doigts. Je ne suis pas miraculeuse, ça ne fonctionne pas. Les fameuses cartes mentales, alors pourquoi est-ce que là, je vous les ai remises? Moi, j'aime bien, là, je vous l'ai mis en version ordinateur. Vous avez un logiciel gratuit qui s'appelle Xmind. Moi, je l'ai fait à la main. Mais si je vous avais mis un scan de mes cartes mentales à la main, vous n'aurez rien lu parce que j'écris très, très mal comme les scientifiques. Et effectivement, par exemple, face à un changement. Changement, ça va être quoi? Remaniement dans l'entreprise. Ça va être changement de poste. Ça va être peut-être prendre des responsabilités supplémentaires parce que ben, soit vous montez en grade, soit il y a un de vos collègues qui part à la retraite et qu'en attendant un nouveau recrutement, il faut bien le remplacer. Et le recrutement, ça ne se fait pas comme d'un claquement de doigts. On peut avoir peur. Donc, ça va être de donner du sens, de savoir finalement qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller. Ça peut être aussi de savoir, tiens,
L'intervenante aujourd'hui m'a dit qu'il fallait que je mange plus équilibré et que je fasse de l'activité physique. Mais moi, j'aime bien ma situation. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Enfin, qu'est-ce que vous avez à y gagner au niveau? Quels sont les gains que vous avez à faire à changer? Une meilleure santé, meilleure activité cognitive, meilleure performance intellectuelle, plus de repos, moins de douleurs et moins de problèmes de santé. Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Et ben, peut-être une augmentation du problème de santé, voire dans quelques années, de réels problèmes à devoir consulter un médecin, par exemple. Évidemment, les émotions, il faut les réguler, ça va avec le stress. Bah, pourquoi? Bah, parce que quand on est dans une certaine situation, notamment dans le milieu médical, je sais, on a des émotions qui vont arriver. Donc, modification de notre activité du système nerveux végétatif, hein, ce système nerveux végétatif que vous ne contrôlez pas, qui contrôle votre respiration, votre fréquence cardiaque. Donc, augmentation de ça, fréquence cardiaque, respiration. Il va y avoir modification de ce que j'ai appelé donc DNT, ce sont vos neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, le GABA qui vous permet de gérer le stress, ainsi que noradrénaline et adrénaline. Donc évidemment, vous allez les utiliser, donc il va falloir apporter l'alimentation nécessaire pour pouvoir, on remonte son taux de neurotransmetteurs puisqu'on est en train de décharger la batterie que nous avions. Évidemment, ça va engendrer des réponses comportementales. L'attaque, la peur, l'action, la soumission, autrement dit, réponse comportementale. Qui se souvient de Zizou, donc Zinedine Zidane, en 2002 avec son fameux coup de boule? Bah, c'est ça une réponse comportementale liée aux émotions. Ben, justement, en entreprise, il vaut peut-être mieux pas qu'il y ait ce genre de réaction ou être soumis à attaque, peur, parce que ça va vous perturber cognitivement et perturber vos performances. Donc, pour conserver son cerveau, ça va être de faire redescendre la pression. D'abord, d'accueillir l'émotion. Vous accueillez l'émotion. Elle est là. Nommez-la. Je suis en colère, j'ai peur, je ne suis pas bien. Nommez l'émotion. Et ensuite, ça va permettre effectivement d'essayer de trouver une autre voie à l'interprétation de votre émotion. Parce que l'émotion que vous ressentez, c'est une émotion, certes, mais l'interprétation, c'est le sentiment que vous avez. Et ce sentiment n'est peut-être pas réel, je m'entends. Votre interprétation n'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être la bonne, mais c'est peut-être pas la bonne. Donc, d'essayer de recadrer le problème et de dédramatiser, peut-être de réinterpréter, de voir qu'il y a peut-être une autre explication possible à ce que vous ressentez, ça va vous aider effectivement à mieux réguler vos émotions. Parce que, je vous explique, la dernière fois, je devais faire une intervention, un enregistrement. La personne ne m'a pas rappelé, émotionnellement, évidemment, bah, comme tout le monde, c'était le sentiment, évidemment, comme vous auriez pu avoir négatif. C'est-à-dire, mais oui, mais pourquoi est-ce que... Bon. Et en fait, pas du tout, il était juste à l'hôpital parce qu'il était tombé et il s'était cassé le bras. Donc, vous voyez, mon sentiment de parfois on interprète quelque chose comme mauvais, c'est surtout ça, on interprète généralement peu de choses comme positives alors que c'est mauvais, c'est plutôt le contraire. Donc, revoyez la situation autrement et dites-vous, il y a peut-être une autre explication, je vais dédramatiser avant, effectivement, de me mettre dans cette situation de mal-être. Donc, c'est pour ça que je vous disais réguler ses émotions. On transforme sa perception, on fait une réinterprétation et on s'entraîne à trouver d'autres solutions, une autre voie à ce que l'on peut développer. On développe sa conscience pour se dire que finalement, ce que vous êtes en train de ressentir n'est qu'une sensation, qu'une pensée. Et ces pensées-là ne sont pas forcément la réalité. Donc, je vous remercie pour votre écoute et pour la petite histoire, parce que vous êtes aussi dans le milieu médical. Lorsqu'on fait une intervention, évidemment, c'est à peu près la biblio que j'ai utilisée pour pouvoir aujourd'hui intervenir auprès de vous. Donc, s'il y a des questions, j'y réponds très volontiers. Alors, dans le chat, il n'y a pas eu d'autres questions depuis tout à l'heure, mais allez-y s'il y en a. Bon, Non, c'est bon? D'accord. ça a l'air d'être bon.